Les garçons, doucement, hein, je suis en direct. Les garçons, je suis en direct. Ou bien fermer la porte, ça va. Facebook, ça peut juste écouter ça et puis bonsoir camarade, j'espère que tu vas bien. Partagez camarade. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bon après-midi. André Vavé. Bonsoir frère, j'espère que tu vas bien.
Bien, on va commencer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Oui, je suis allé à ici un peu. On va écouter un peu de chez nous. Mais j'ai un message à passer, disons 2 messages. Je vais intervenir sur 2 points très importants. Voilà, c'est pourquoi il fait ce direct-là. Les 2 messages, c'est par rapport à l'intervention, disons, à l'interview que... diminue. L'interview que le président de la CEI a accordé à la presse. Et le deuxième point, c'est par rapport aux événements que nous organisons à Yamoussoukro, le 30. Donc voilà les 2 points, les 2 principaux points pour lesquels je fais ce direct. Sans plus tarder, alors nous allons parler de ce que M. Cuibert a dit. Cuibert a dit qu'il n'y aura pas de révision de la liste électorale pour des raisons que lui-même il a avancées. Mais en même temps, il a récriminé les Ivoiriens. Alors, il a récriminé les Ivoiriens disant que les Ivoiriens veulent qu'ils fassent ce qu'eux ils veulent. C'est ce que j'ai entendu dans cette interview qu'il a accordée et conférence de presse qu'il a accordée à la presse. C'est bien beau de s'accrocher à la loi et moi je suis, voilà, j'aime les choses quand on s'accroche à la loi. Mais quand on a décidé de ne plus s'accrocher à la loi, là, il y a des questions qu'on se pose. À quel moment on a décidé de ne plus s'accrocher à la loi? Quand déjà, on pense que à côté de la loi, il peut y avoir des arrangements. Donc, il faut continuer. Quand on a commencé comme ça, il faut continuer. Il ne faut plus faire machine arrière. Parce que c'est ce que j'ai constaté. Je l'ai écouté pour comprendre vraiment les motivations pour lesquelles il ne voulait pas qu'il y ait, comment on appelle ça, la révision de la liste électorale. Il a dit comme ça qu'on peut se référer, disons, à l'article 6 de la loi qui encadre la CEI. Il a aussi parlé de l'article 11 qui donne tout pouvoir aux animateurs de la CEI de décider quand est-ce qu'ils peuvent, disons, organiser la révision électorale, la révision de la liste électorale. C'est bien beau. Mais où je me pose des questions, parce que je l'ai écouté, je l'ai bien écouté, c'est qu'il a dit quelque part que il y a des gens qui ont enrôlé par anticipation. Si je dis faux, vous le mettez, qu'ils se sont accordés, eux, les partis politiques et lui, en tant qu'institution, ils se sont accordés à accepter d'enrôler des gens qui n'avaient pas encore eu 18 ans. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. Ça veut dire déjà que la loi, elle a été violée ici. Et ma question au président de la CEI est de savoir pourquoi lui qui aime tant la loi, qui aime s'accrocher à la loi, qui adore la loi, pourquoi a-t-il violé la loi, sachant que on demande que ceux qui seront sur la liste électorale doivent avoir 18 ans. Mais lui, il dit qu'il s'est accordé avec les partis politiques pour anticiper cela. Est-ce qu'il y a eu une disposition qui dit que vous pouvez anticiper, comment on appelle, l'enrôlement de ceux qui n'ont pas encore eu les 18 ans? Ça, c'est ma question. C'est ma question. Alors donc, si déjà, il dit qu'il y a eu des arrangements pour arriver à un compromis,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut toujours avoir un arrangement. Parce que ce n'est pas que, quand je regarde l'attitude du président de la CEI, je ne sais pas si c'est parce que ça l'arrangeait, lui, qu'il a accepté que la liste soit révisée et que ceux qui ont moins de 18 ans soient enrôlés. Je ne sais pas si c'est parce que lui, personnellement, ça l'arrangeait. C'est la question que je me pose. Parce que du moment où il accepte, il ne respecte pas la loi qui dit que ceux qui doivent être enrôlés sur la liste électorale doivent avoir 18 ans et il anticipe. Cela veut dire qu'il a la possibilité aussi d'écouter ceux avec qui il avait discuté hier pour avoir cet accord et enrôler les moins de 18 ans. C'est très simple. Est-ce qu'on peut compliquer les choses pour ça? On ne peut rien compliquer. Et c'est lui-même qui est venu dire. Personne ne l'a obligé de dire qu'il y a eu, comment on appelle, l'enrôlement il y a eu un enrôlement par anticipation. Mais est-ce que la loi, il y a une disposition qui le dit? Qu'il peut avoir un enrôlement par anticipation. Ce sont des questions que moi je me pose. Donc quand on a violé la loi, il faut la violer pour de bon. Parce que ça donne l'impression que le président de la CEI, ça l'arrange. C'est pourquoi il avait accepté ce deal. Maintenant, les mêmes là reviennent, ils disent que bon, on a fini ça, mais il faut maintenant que ce que dit la loi là, il faut appliquer. Parce que ici, c'est la loi qui parle. Et lui-même, il a dit la disposition 6, c'est-à-dire l'article 6 de la disposition, dit clairement qu'il faut enrôler. Et il laisse, c'est comme, excusez-moi les chrétiens, mais c'est comme des chrétiens qui cherchent un passage biblique. Voilà, qui cherche un pasteur qui cherche un passage biblique qui l'arrange lui. Et c'est ce passage, c'est sur ce passage-là, il se base pour prêcher, pour faire sa prédication. C'est ce que le président de la CEI vient de nous servir. Il était d'accord que les moins de 18 ans soient enrôlés. Maintenant, on lui demande d'appliquer la loi maintenant. Ça, ce n'est plus un arrangement. On lui demande d'appliquer la loi. Il dit non, 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 il ne va pas appliquer la loi parce que l'article 11 lui dit que c'est lui qui doit décider à quel moment il doit appliquer la loi. C'est là que je ne comprends pas le président. Sinon, il n'avait pas dit que il a, comment on appelle ça? Oui, bonsoir camarade, comment tu vas? S'il n'avait pas dit que il y a eu un arrangement pour que on enrôle les moins de 18 ans, bon, il allait dire, bon, il a raison, parce que là, il parle de l'application de la loi. Parce que là, on ne peut plus rien dire. Mais il accepte d'enrôler les moins de 18 ans. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est lui-même qui le dit. Alors que la loi ne le dit pas. Mais lui, il dit, il a négocié, il a discuté avec les partis politiques qui étaient là, pour qu'on puisse faire un enrôlement par anticipation. Est-ce que c'est écrit dans la loi qu'il y a un enrôlement par anticipation qu'il faut faire? Moi, c'est ma question. Est-ce qu'il est écrit dans comment on appelle, il y a une disposition qui le dit qu'il faut un enrôlement par anticipation. Ou bien il faut qu'il y ait un compromis. S'il a accepté qu'il y ait un compromis hier, c'était pour éviter quoi? Ou bien qu'est-ce qu'il gagnait avec ce compromis? C'est ce que je veux comprendre. Parce que si on veut être logique avec soi-même, il faut poser ces questions-là. C'est bien beau. J'ai dit faites attention à ceux qui ont le verbe. Ceux qui parlent. Ceux qui ont le verbe là. Faites beaucoup attention, il faut prêter attention. Parce que si tu ne prêtes pas attention, il peut t'arracher ta femme. C'est pas derrière la maison, mais vous êtes arrêté, il va venir draguer ta femme devant toi.
il a le verbe, il parle bien. Mais il faut faire attention aux petits détails. Et tu verras qu'il est dans la manipulation. Parce que ce que le président de la CEI dit n'est pas vrai. La loi ne lui donne pas l'autorisation d'enrôler les moins de 18 ans. Il l'a fait. C'était dans quel but, monsieur le président? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce que vous qualifiez d'enrôlement par anticipation là, des moins de 18 ans là? Pourquoi vous l'avez fait? Et sur quelle base juridique, sur quelle base légale vous êtes appuyé pour faire un enrôlement des moins de 18 ans? Et aujourd'hui, ceux avec qui vous avez eu cet accord pour enrôler les moins de 18 ans, ils viennent vous dire, monsieur le président, vous voyez, il y a des gens qui viennent d'avoir 18 ans. Non, il faut, comme la loi le dit, il faut qu'on fasse l'enrôlement. Mais il n'y a rien de mal en ça. Il n'a pas à nous faire la morale pour dire que où étaient les 1 million. C'est pas, la loi ne lui demande pas de dire où étaient les 1 million. C'est pas ce qu'on lui dit. Je ne sais pas si on se comprend. On ne demande pas à M. Cuibier de nous faire un jugement de valeur, ou bien de donner son ressenti, ou bien de venir nous faire, comment on appelle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est même pas de ça. On ne parle même pas de ça. La question centrale est que la loi autorise l'article 6 de la loi qui encadre les élections et la CEI autorise que chaque année, il doit avoir la révision de la liste électorale. Maintenant, quand lui vient nous faire une morale, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Que où étaient les... Est-ce qu'on lui a demandé de venir faire un jugement de valeur? C'est pas ce qu'on lui demande. Ici, là, on ne lui demande même pas de violer la loi. Mais du coup, pour ne pas le faire, il nous ramène sur l'article 6. Pour dire que cette même loi lui dit que c'est lui qui doit décider quand est-ce qu'il doit faire la révision de la liste électorale. Non. Vous voyez, c'est là que, c'est à partir de là viennent les suspicions. Il dit que des gens doutent et comment ils ne croient pas aux institutions, qu'on ne demande pas aux gens de croire aux institutions. Non, mais si, quand vous avez une démarche bancale, quand vous avez une démarche crabicale, je vais parler d'une démarche de crabe, mais c'est normal que les gens aient des soupçons. Vous ne pouvez pas accepter d'enrôler des personnes qui n'ont même pas encore 18 ans. Et là où on vous demande maintenant qu'il y a des gens qui ont 18 ans et que certains ne s'étaient pas enrôlés, faites-le. Faites-le. Mais vous ne pouvez pas venir faire la morale aux Ivoiriens. C'est inutile de vouloir penser que on est éternellement là. Non. Là où vous êtes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était là. Même s'il est de la même coloration politique que vous, mais il était là hier. Il n'est plus là. Et vous, vous êtes venu. Vous êtes venu. Donc, il ne sert à rien de vouloir infantiliser les Ivoiriens. Dire que non, c'est parce que vous voulez, vous n'allez pas nous dire de faire ce que vous voulez, mais c'est selon la loi. Alors que vous-même, vous êtes en train de dire que cette même loi qui vous autorise à enrôler les gens là, la loi dit il faut enrôler les gens qui ont 18 ans. Mais vous vous êtes mis dans un compromis. C'était quoi le but? C'est ça, moi, je veux savoir. En quoi ce compromis-là vous arrangeait? Et puis vous avez accepté d'enrôler des enfants qui n'avaient même pas 18 ans, qui n'avaient pas encore atteint 18 ans. C'est ce qu'il ne comprend pas.
Et vous refusez là où la loi vous demande d'enrôler les gens qui ont 18 ans. Et vous nous sortez l'article 11 qui vous dit que vous avez plein pouvoir de faire ce que vous voulez. Si vous voulez enrôler les gens, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Monsieur le président de la CEI, et c'est décevant, moi je le dis. Parce que voici des questions que les gens vont traiter au lieu de chercher des poux sur la tête d'un chauve. Voici des questions sur lesquelles les Ivoiriens doivent intervenir. On ne peut pas accepter que quelqu'un, aujourd'hui, il enrôle les enfants qui n'ont même pas encore 18 ans. Et là où la loi lui demande d'enrôler les gens qui ont 18 ans, il refuse, il fait la morale aux Ivoiriens. Non, on ne demande pas à M. Cuibier de nous faire la morale. C'est plutôt à nous de lui poser la question, il y avait quelle motivation derrière ce qu'il qualifie d'enrôlement anticipé? Il y avait quelle motivation derrière ça? Qu'est-ce qu'il y gagnait? Et il n'a pas demandé à l'autre partie que non, écoutez, la loi ne me demande pas d'enrôler les enfants qui n'ont pas encore 18 ans. Pourquoi il ne leur a pas posé cette question-là? C'est là qu'il devait être rigoureux. Quand on veut être rigoureux, c'est à partir de là qu'on est rigoureux. C'est à partir de là qu'on doit démontrer que, oui, nous, on travaille en fonction de la loi. Tout ce que nous faisons là est basé sur la loi. Mais vous ne pouvez pas, au départ, accepter ce qui n'est pas encadré par la loi. Vous ne pouvez pas faire ça et revenir maintenant nous dire que non, il faut aller appliquer la loi. Là où on vous demande que non, la loi demande maintenant qu'il faut enrôler les autres. Vous voyez, c'est ça qui fait le problème. C'est ça le problème. Comment voulez-vous qu'on ait confiance en nos institutions? Comment voulez-vous, quand vous vous comportez comme ça, comment voulez-vous qu'on ait confiance en nos institutions? Toujours le contraire. On a vu un procureur de la République s'asseoir et celui qui était là avant lui a dit que non, et regardez, on lui pose la question. Mais vous poursuivez les gens là. Et tel, non, je n'ai pas encore de dossier ici. Ce dossier, moi, je ne l'ai pas. Alors que celui-même qui l'a succédé, et ce gars-là, lui, il dit qu'il a tous les dossiers qui sont là, tout est là. Vous voyez, comment on peut avoir confiance en vous? C'est vous qui créez les conditions. Parce que nous, on veut avoir confiance en nos institutions. Comme on le fait partout. Mais c'est vous-même qui créez ces suspicions-là. C'est vous qui les créez. Ce n'est pas le peuple qui crée ça, mais c'est vous. Quand on représente une institution, on a une démarche à mener. Ça, on représente une institution. On a une démarche à mener. On doit s'écarter de ce qui n'est pas institutionnel. On doit se départir de ce qui peut jeter un discrédit sur l'institution qu'on incarne. C'est simple que ça. C'est simple. C'est comme tu es un président de la République et tu t'en tapes à Oko. Mais comment on peut te respecter? Comment on peut respecter cette institution? Tu es un président de la République, mais tu cours la nuit pour aller chercher les jeunes filles. Comment on va respecter cette institution? C'est la même chose que vous faites. C'est pourquoi nous parlons. C'est pourquoi les Ivoiriens n'ont pas confiance à ces institutions-là. Et ils ont raison. Vous n'avez pas de morale à leur faire. Vous devez plutôt voir votre façon de faire. Sinon, vous pouvez être du RDR. Vous pouvez être du RDR à DP. Mais dès que vous enfilez votre, comment on appelle, tunique comment on appelle, représentant d'institution, vous êtes pour tous les Ivoiriens. Votre façon de parler doit d'abord même refléter que vous êtes déjà quelqu'un qui est là pour tout le monde. Mais quand on vous écoute parler, monsieur le président, ce n'est pas ça. Et que ce soit vous, le procureur, tout ce boyin là, excusez-moi, mais ce boyin là, c'est la même chose. Lui, il est assis,
il regarde que les opposants qui marchent. Là, il a les drones pour aller voir quel opposant qui a dit dans la chanson ici, ils ont dit ça. Pourtant, ça fait même pas encore 10 ans. Ils ont coupé tête des gens. Il y a eu Baka Vert. Ça là, ils ne voyaient pas. Mais l'État continue. Si l'autre n'avait pas poursuivi et que vous êtes là, vous devez poursuivre ceux qui ont commis des crimes. Comment on peut avoir confiance en vous? Voici le problème des Ivoiriens. Donc c'est vous qui créez ces problèmes. C'est vous qui les créez. Moi, je suis un homme rigoureux. Hein? Moi, je suis rigoureux. En tout cas, attendez-vous à moi. Moi, je suis un homme rigoureux. Ce que je dois faire là, je le fais. Si ça ne rentre pas dans le cadre de la loi, tu vas te fatiguer avec moi. Parce que là, je ne vais même pas t'écouter. C'est comme ça. Donc, si vous voulez être du côté de la loi, faire des choses bien selon la loi, mais faites-le selon la loi. Mais vous ne pouvez pas enrôler des gens qui n'ont pas 18 ans. Et là où la loi vous demande d'enrôler des gens, vous trouvez des prétextes que non. L'article 11 dit que de toutes les façons, c'est nous qui décidons. Mais c'est quel article qui vous avez autorisé à enrôler ceux qui ont moins de 18 ans? C'est la question qu'on se pose. C'est la question. Il ne s'agit pas d'appeler les journalistes et faire son one-man show et se lever. Il ne s'agit pas de cela. Il faut faire des choses correctement parce que les Ivoiriens ont besoin de la paix. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'avoir peur. Et c'est vous qui créez ces conditions. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous voulez que les Ivoiriens aient confiance aux institutions de la République. Eux, ils sont prêts à avoir confiance à ces institutions-là. Mais vous ne créez pas les conditions. Parce qu'on ne sait pas sur quel pied vous êtes. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Donc, il faut qu'on comprenne les choses. Il faut qu'on comprenne. Voilà. C'est vous qui faites tout ça là et après vous accusez. Non, on ne nous fait pas confiance. On ne peut pas créer un homme qui est sain qui va venir prendre les institutions de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vous-même qui créez la confiance. C'est vous. Vous-même là. Vous créez les conditions pour que les gens puissent vous faire confiance. Si vous pouvez être hier un rebelle. Moi, je le dis toujours. Mais il peut y avoir une reconversion. Vous pouvez avoir un comportement républicain. Il peut y avoir une reconversion. Ça veut dire que, voilà, on vous met à la tête d'une institution, vous vous détachez de tout ce qui est partisan. Vous devenez impartial. Vous devenez totalement impartial et vous écoutez les Ivoiriens. Parce que là, c'est pour les Ivoiriens que vous êtes là. Ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas compliqué que ça. Mais on a l'impression que vous travaillez pour quelqu'un. Vous travaillez pour que celui qui vous a mis là puisse toujours vous garder. D'ailleurs, votre mandat est terminé, mais vous êtes là. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc, voici un peu ce que j'ai voulu dire par rapport à votre conférence de presse que vous avez fait aujourd'hui et que j'ai suivi. J'ai vu les vidéos, j'ai écouté, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une incongruité totale. Parce que le départ déjà était faux. Quand vous dites que non, on s'est entendu, je vais dire comme ils veulent qu'on parle, on va parler. Je vais dire que on a enregistré par anticipation. Mais si vous avez enregistré par anticipation, sachant très bien que la loi ne vous permettait pas ça. Là où la loi vous demande simplement d'enrôler ceux qui ont 18 ans, vous le faites. Mais vous nous dites, c'est de l'argent qu'on a dépensé. Est-ce que c'est votre argent qu'on a dépensé? Monsieur Cuibier, c'est nous-mêmes notre argent. Ce n'est pas votre argent. Le problème, il est où? Où ils étaient? Les 1 million là, où ils étaient? Est-ce qu'on vous a demandé de venir poser des questions où lui il a été? On dit, faites l'enrôlement.
comme le demande la loi. Vous faites, c'est tout. Maintenant, l'article 11 que vous avez cité là, on ne cite pas un article pour le citer. Et ce n'a pas été mis là fortuitement. L'article 11 qui vous donne plein pouvoir là. Ça n'a pas été mis là fortuitement. Ça a été mis là au cas où vous avez, comme on appelle, on sait que, et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que tout a été fait. Maintenant, là, vous avez votre plein pouvoir de décider si vous voulez faire ou bien vous ne voulez pas faire. Ça, personne ne vous demande ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, les partis politiques même ne parlaient pas de ça, vous êtes tranquille dans votre coin. Vous pouvez faire ça après les élections, vous êtes tranquille. Au fait, c'est ce que l'article 11 veut dire. L'article 11 ne dit pas que, non, vous avez, comme on vous donne plein pouvoir, alors vous ne faites plus rien. Il faut lire l'article 11 et le comprendre. Parce qu'il y a toujours le non-dit. Il y a une interprétation qui sort d'un article, qui sort d'une loi. Cette interprétation-là, c'était quoi? Aujourd'hui, les gens demandent qu'il faut faire telle chose. Toi-même, tu sais que c'est la loi qui le demande. Tu le fais, c'est tout. S'ils n'ont pas fait de réclamation, tu laisses parce qu'ils n'ont pas fait de réclamation. Parce qu'ils trouvent que la liste, elle est homologuée. La liste, tout le monde y est. Donc, du coup, ils ne veulent pas qu'il y ait des dépenses supplémentaires. Donc, ils laissent. Donc, toi, tu ne peux que suivre ce que dit la loi. Donc, après les élections, tu peux toujours réviser ta liste électorale. Et avant de partir, tu la laisses pour dire que, bon, voilà ma liste électorale. J'ai fini, je la laisse. Ce sont des choses qui sont simples. Il ne faut pas compliquer les choses. Les choses sont simples. Il ne faut pas les compliquer. Voici ce que j'ai voulu dire un peu. Voilà, parce que j'ai vu que quand il parlait, les gens sont restés là, ils ont croisé les bras, ils écoutaient comme ils étaient en classe. Et bon, voilà. Non. Non. Savoir bien parler ne veut pas dire avoir toujours raison. Il faut d'abord écouter ce qu'il a dit. Tout son discours, il faut l'écouter et comprendre que lui-même déjà, il n'a pas suivi la loi. Et l'article 11 qu'il a cité pour se décharger, pour dire que non, l'article 11 lui donne tout le droit, s'il veut, il ne veut pas. C'est parce que l'article dit en réalité. On lui a donné, c'est comme ce qu'on appelle... c'est un pouvoir qu'on lui a donné j'allais appeler ça comment... Bon, le mot va me revenir. On ne lui demande pas de ne pas faire. On lui demande juste d'observer. En réalité, c'est ce que l'article 11 veut dire. Observe. Si les gens n'ont pas demandé, de toutes les façons, tu dois le faire. Si tu veux le faire, même si les gens n'ont pas demandé, fais-le. Parce que la loi le demande. Mais si tu n'as pas de pression, tu ne le fais pas. Tu peux le faire après. C'est tout. Les choses sont simples. Le droit, il n'est pas compliqué. Il faut savoir utiliser les neurones. Et tu comprends de quoi il s'agit. Point. Voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à cette conférence de presse de M. Coulibaly Kouibière, président de la CEI. Et je voudrais qu'on soit d'accord là-dessus. Moi, il ne m'a pas convaincu. Il a peut-être convaincu des gens, mais pour moi, il n'est pas convaincant. Parce que déjà, lui-même, il a dit comment les choses se sont déroulées. Donc, il ne pouvait pas nous dire autre chose. Ça, c'est ce que j'ai voulu dire. Je voudrais aussi... des gens m'ont envoyé une vidéo. Vous voyez, moi, j'ai dit qu'on a beaucoup à faire. Comme ce que je viens de dire. Ça, c'est... On parle de la Côte d'Ivoire. Ici, on vient de parler de la Côte d'Ivoire, de la vie de la Côte d'Ivoire. Quand vous m'envoyez une vidéo de quelqu'un qui cherche à salir l'image de quelqu'un d'autre par jalousie, bon, c'est vrai, on en parle pour ne pas que par rapport à notre société, par rapport à notre peuple qui croit à tout et n'importe quoi,
C'est pourquoi on intervient quelquefois. Sinon, il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a beaucoup à faire. Comme les élections qu'on veut démocratiques, des élections libres, inclusives. Comme on réclame, par exemple, que ceux dont les noms ont été retirés là, on remette leur nom sur la liste électorale. On demande une vie politique saine en Côte d'Ivoire. Voici les combats qui nous attendent, qui attendent les générations que nous sommes. La régénération de la classe politique. Voici des combats que nous avons à mener. Mais quand quelqu'un vient avec des choses dans le but de salir une autre personne, pour moi, c'est pas ça le combat. Voilà. Et qu'on veut nous ramener en arrière. Tu vas venir discuter pendant que les problèmes de la Côte d'Ivoire sont là. Tu vas venir discuter des problèmes de non, quand il est parti au Ghana, il m'a donné 100 000, je suis venu, il a appelé Ouattao. Et puis, quand on écoute quelqu'un, on peut déjà savoir que tu es en train de mentir. Je ne voudrais même pas rentrer dans ça. On est concentré. Il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Nous voulons une vie politique saine, une vie sociale saine en Côte d'Ivoire. Voici notre objectif. Mais où des gens font une association de sorciers pour vouloir salir l'image de Charles Blé Goudé, ça, c'est vrai. Je comprends quelquefois, mais je voudrais qu'on fasse comme si on n'a rien vu. On va un peu avancer parce qu'on nous tire en arrière. On veut nous retarder. C'est simplement la jalousie qui se manifeste. C'est tout. Mais on a demandé à personne d'être paresseux. C'est ce que je dis. On a demandé à personne d'être paresseux. Tu es courageux, tu te lèves, tu vas chercher ton pain. Tu t'organises. Voilà. Mais tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un parce que cette personne n'a pas voulu se mettre dans les rangs de quelqu'un d'autre pour marcher dans l'ombre de quelqu'un. Tu ne peux pas lui en vouloir. Et chercher à mentir. Il a appelé Ouattao. Il a fait attraper ma famille. Il a fait ceci. Il a fait cela. Tout ça pourquoi? Personne ne peut réécrire l'histoire de Charles Blé Goudé. Personne. Voilà. Personne ne peut réécrire l'histoire de Charles Blé Goudé. Nous étions tous là. Nous avons tous vu. Maintenant, si vous avez un problème personnel avec Charles Blé Goudé, ça c'est autre chose. Mais nous, on parle de la Côte d'Ivoire. Vos problèmes personnels que vous avez avec Charles Blé Goudé, là, ça c'est autre chose. Mais ici, on parle de la Côte d'Ivoire. On a vu ce que Charles Blé Goudé a fait. Quand il est revenu de l'Angleterre, jusqu'en 2011, jusqu'à La Haye, tout ce qu'il a fait, on a vu. Donc, personne ne peut réécrire l'histoire de Charles Blé Goudé. On connaît par cœur, on connaît. On sait ce qu'il a fait. Alors, on va passer au deuxième point. C'était une transition. Voilà, c'était une transition. Mais on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est ce meeting payant que aujourd'hui nous organisons. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde, à nos camarades, aux sympathisants, aux partisans, de se mobiliser. Il est très important. Vous voyez, pour changer l'histoire d'un pays, il faut des initiatives. Il faut prendre des initiatives sur soi. Il faut être courageux de passer par le feu. Et c'est pourquoi même je vais vous donner, par exemple, le cas de Moutamba, le ministre, l'ex-ministre de la Justice congolais, qui fait face aujourd'hui à la justice. Je l'ai écouté, j'ai suivi, parce que c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs, j'ai suivi son procès et il était devant la cour d'appel. Mais j'ai suivi, j'ai écouté son discours pour comprendre réellement. J'ai aussi écouté le ministère public, c'est-à-dire que celui qu'on appelle le procureur général, je l'ai écouté. J'ai écouté comment il parlait et je voudrais vraiment comprendre aussi les motivations. Mais j'ai vu que Moutamba, il est déterminé. Parce que quand tu es déterminé, rien ne peut te freiner. Rien ne peut t'empêcher d'arriver.
C'est ça. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, il faut être fort. Non seulement, c'est pas physiquement qu'il faut être fort, mais il faut être fort mentalement. Et j'ai vu Moutamba, qui était vraiment fort, qui a même demandé, parce que c'est ça, quand tu sais que celui qui est en face de toi, le juge, il n'est pas, voilà, déjà il a une position qui n'était pas favorable, il n'est pas venu pour que la loi soit équitable et juste. Tu peux demander simplement qu'on la lève. Il a fait ça. Il s'est même adressé au juge qui était là. Il lui a dit que si c'est pour régler le problème, il faut qu'on revienne sur la base de la loi. Alors, il a ouvert cette parenthèse, il la ferme, pour dire que quand tu veux quelque chose, les difficultés ne doivent pas t'empêcher. Voilà. Et nous sommes déterminés. Celui qui n'a pas compris que depuis des années, les Ivoiriens sont l'otage d'une certaine façon de penser, où la politique, pour parler politique, il faudra qu'on trouve en toi que tu es un guerrier. Oui, nous tous, à un moment donné, on avait ces mots. C'est un guerrier, c'est un garçon, c'est un guerrier. Mais guerrier par rapport à quoi et dans quel sens? Quand tu es guerrier intellectuellement, c'est-à-dire que ce que les actes que tu poses influencent positivement ton peuple, c'est bien. Mais il ne faut pas être guerrier parce que tu as sorti des propos blessants. Ça, c'est pas être guerrier. Et cette classe politique-là, c'est-à-dire que cet héritage-là, nous voulons changer ça. Moi, j'assume mes mots, ce que je dis. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver un jeune Ivoirien, quand vous parlez même sur les panels où vous êtes invité, si tu raisonnes, tout le monde, sur 90%, on va te demander de descendez-le. Parce que ce n'est pas ça qu'on veut entendre. On veut entendre qu'on doit décapiter l'adversaire. Ce sont les mots comme ça, là. Ou bien avec des mots, les gros mots. Voilà, c'est ça. On va dire que une fois que tu dis ça, on t'applaudit sur les panels. Mais c'est tout ça que nous, on veut changer. Donc, on voit les difficultés que nous avons. Mais on avance. Et on avance sûrement. Parce qu'on sait que rien ne se fait sans difficulté. On affronte toujours les difficultés. Mais quand je pose la question à quelqu'un, quand tu es né là, tu marchais déjà? Non. Tu as poussé des cris. Tu avais des difficultés pour te retourner. Mais tu as résisté à ça, tu t'es retourné. Tu avais des difficultés pour faire 4 pattes. Tu as résisté, tu as fait 4 pattes. Pour t'arrêter, c'était la même chose. Pour marcher, c'était la même chose. Donc, ce sont des choses de la vie. Ce sont des choses de la vie. Il faut les affronter, ces difficultés-là. Et nous sommes convaincus au COJEP que le temps viendra où la raison va habiter chacun. Parce qu'une transition, elle n'est pas facile. Une transition n'est pas facile. Elle n'est toujours pas facile. C'est comme ça. Toute transition est douloureuse. On est habitué à une façon de faire. Et il y a une nouvelle façon de faire qui vient. On va critiquer ça sévèrement. On va même inventer des choses pour combattre les initiateurs. On va les combattre durement. On va chercher à salir leur image. Mais il faut tenir. Moi, je dis à ma représentation, moi, j'ai décidé de faire la politique. J'ai décidé de faire la politique. Et faire la politique, c'est un engagement que, ici, j'ai pris. C'est un engagement. Donc, quel que soit ce que les gens vont dire, je vais faire face. Parce que quand je vais écouter ce qu'ils vont dire de mon leader, ça va me décourager. Donc, moi, je ne prête pas attention à ça. Ce que j'ai à faire, soit je combats. Et comment je combats ça? C'est pour apporter une réponse, le contraire de ce qu'ils disent. Quand vous voyez qu'on partage les vidéos, les anciennes vidéos de Charles Blé Goudé, c'est pour dire que l'homme que
vous dites qu'il a été comme ça maintenant là. C'est pas comme ça il a été. Il a toujours été ce qu'il est aujourd'hui. On fait sortir les vidéos pour répondre par des vidéos. Pour dire que voilà comment Charles Blé Goudé est depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire là. Voici ce qu'il fait. C'est pas du nouveau. Donc nous sommes dans un combat. Et ce combat, il n'est dirigé contre personne. Il est dirigé contre un système. Le système qu'on nous a imposé. Et cette façon de voir la politique. Il faut qu'on connaisse aujourd'hui les armes de la démocratie. Il faut qu'on sache ce que c'est la démocratie réelle. Il ne faudrait pas que la démocratie soit sur les lèvres. Nos institutions aujourd'hui qu'on combat, dans lesquelles on n'a plus confiance, ces institutions-là, c'est parce qu'on n'a pas d'hommes forts, on n'a pas d'hommes qui a été formé. Parce que quand tu es formé, quand on dit que tu as été formé, c'est pas parce que tu es à l'école et que tu as 10 doctorats que tu es formé forcément. Tu peux avoir 10 doctorats, mais qu'est-ce que tu en fais? Comment tu donnes la valeur à ces doctorats que tu as eus? Comme me le disait mon professeur comment on appelle, du droit constitutionnel, Montaner. Il dit, les diplômes ne sont rien. Les diplômes, ce sont des papiers. Mais la valeur que tu donnes à ton diplôme, c'est ça. Quelle est la valeur que tu donnes à ton diplôme? Tu as vraiment le diplôme, mais quelle est la valeur que tu donnes à ce diplôme-là? Est-ce que tu es capable de défendre quelqu'un avec des arguments? Est-ce que tu es capable de discuter et gagner un procès? C'est à partir de là que les gens vont te faire confiance. Ils vont dire que mais lui là c'est un très bon avocat. C'est ça, tu donnes. Sinon, tu peux avoir le diplôme, tu as fini de faire l'université, puis tu vas dans l'école pour faire l'avocat, pour te former, tu finis tout ça. On te donne maintenant ton diplôme, on dit maintenant, tu peux aller défendre. Mais si tu prends un premier client et tu perds le procès, un deuxième, tu perds le procès, un troisième, tu perds le procès, mais ceux qui ont perdu les procès là, ils vont se passer le message. Le jour, ils entendent que ton avocat, c'est qui? Oh non, mon avocat, c'est Blé. Lui, là, il faut changer d'avocat. Donc, déjà, ton diplôme ne va servir à rien. C'est la même chose. Quand vous êtes avec des hommes politiques, apprenez la politique. Apprenez ce que c'est, ce qu'ils utilisent. Ils disent la démocratie, mais c'est quoi la démocratie? Est-ce que la démocratie nous demande de créer un Dieu? Est-ce que la démocratie empêche en interne des débats internes? Oui, non. Sur quoi repose un pays? Des institutions fortes. Et qui sont ceux qui animent ces institutions fortes-là? Parce que demain, quand on est au pouvoir, il ne faudrait pas qu'on vienne et, comment on appelle, ceux qui sont à la tête des institutions-là, on vient les manipuler. Mais pour donner la valeur à ton diplôme. Il t'a nommé, c'est vrai. Mais il faut être fort. Comme Moutamba. Il a été fort. Il a rendu sa démission. Il pouvait s'accrocher au ministère, mais il a rendu sa démission. Il donne de la valeur à ce qu'il a appris à l'école. Pour dire qu'il n'est pas né ministre de justice. Il a démontré qu'il n'est pas né ministre de justice. Donc, on ne peut pas le manipuler. Donc, quand tu as des diplômes, on dit que tu es un expert en temps. Mais ce qu'on te dit là, il faut venir l'appliquer. Une fois on te nomme, celui qui l'a nommé là, le jour où tu vas prêter, comment on appelle, prêter ton serment, tu dis tout. Que je suis là pour l'État de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour un individu. Même si vous m'avez nommé, là où je suis arrêté, vous pouvez déjà me dire que je ne suis pas là pour vous. Et tu es ferme là-dessus. Donc, quand tu es à la tête, tu fais ce que les Ivoiriens recherchent. Ce que la loi te dit, tu le fais. Tu vas gagner le respect des Ivoiriens. Même si celui qui t'a nommé, il n'est pas d'accord. Mais lui, sa voix contre la voix des millions d'Ivoiriens, mais tu gagnes.
tu gagnes le respect de tout le monde. C'est vrai qu'il t'a nommé, mais tu viens de lui prouver que tu m'as nommé. C'est parce que j'ai des qualités que tu m'as nommé. Donc, j'ai pas peur. Voici comment il faut faire. Et c'est ça qu'on veut inculquer à ces générations qui nous suivent. C'est une transition, elle est difficile. On ne peut pas discuter. Mais nous allons arriver, que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui comprendront demain. Ils diront que oui, le COJEP était dans le bon combat. Il fallait changer. Parce que quand vous regardez la politique ivoirienne, c'est la tension. J'ai écouté un maire. Je l'ai regardé, je l'ai écouté plusieurs fois. Alors que le procureur de la République venait de parler. Je l'ai écouté 1000 fois. Et je dis, mais il ne sait pas la charge qu'il a. Il ne sait pas que quand tu as une autorité, tu ne parles pas comme ceux qui sont, comment on appelle, pour qui tu es là. Tu as une autorité, tu es un maire ou bien un maire adjoint. Tu n'as pas à dire aux gens, non, et Gbagbo, ils ont dit des gros mots, Gbagbo n'a rien dit, donc s'il va le 16 à chose là, nous, on va aller faire d'abord reconnaissance des lieux avant d'aller là-bas. Bon, il ne sait pas. Et c'est cette politique-là, c'est ça ils inculquent à ceux qui les suivent. C'est ça le COJEP refuse. Je parle de lui aujourd'hui, hein. Il est du RADP, je parle de lui. Mais il n'est pas le seul à être comme ça. Il y a des partis aussi qui sont dans l'opposition, mais qui ont ce comportement. Qui ne donnent pas un enseignement, une éducation à ceux qui les suivent. Comment des gens reviennent à chaque fois. Quand j'écoute aussi le journaliste, ce journaliste qui est toujours avec Banga là. Bon, il dit les journalistes, RADP, bon, Banga et lui, ils sont toujours côte à côte, ils disent toujours la même chose, il n'y a pas de différence. Ce que l'autre va dire, c'est l'autre reprend. Il rappelle, il dit que en code, ici sous Gbagbo, on ne pouvait pas faire de marche. Sous Gbagbo, quand tu dis ça, on faisait ceci. Mais j'avais envie de lui poser la question. Pourquoi vous avez pris maintenant les armes pour venir au pouvoir? Quand l'autre vous lui reprochez d'avoir fait des choses qui ne sont pas bien et que vous prenez le pouvoir là, quel est votre travail? Si vous avez pris le pouvoir, c'est parce que ce qu'il fait là n'est pas bon. Que vous avez mobilisé le monde entier contre lui. Et vous avez pris le pouvoir. Montrez maintenant le contraire. Pour qu'il puisse apprendre avec vous. Que voilà, quand on est chef de l'État, quand on est parti au pouvoir, voici comment il faut faire. La liberté d'expression, il faut protéger les droits des autres, il faut faire ceci, cela. Mais vous allez justifier à chaque fois qu'on vous rappelle que vous êtes en train de faire ce qui n'est pas bien. Vous venez justifier que non, sous Gbagbo. Mais Gbagbo n'est pas là. Et Gbagbo n'est pas parti par des urnes. Il est parti par des armes. Il n'est pas parti par des urnes. Puisque Gbagbo n'est pas bon, ce sont des armes qui l'ont accompagné, qui l'ont enlevé là. Il est même arrivé à la CPI. On ne peut pas venir justifier ça. Un intellectuel qui dit ça, pour moi, il n'est pas un intellectuel. Pour moi, il n'est pas un intellectuel. Voici pourquoi je suis avec Charles Blé Goudé. Je suis au COJEP. Parce qu'il faut savoir apprendre du passé. Quand tu sais apprendre du passé, tu changes ta démarche. Pour ne pas que ce qui est arrivé hier arrive. Si le passé, il est bon,
il faut le continuer. Mais s'il est mauvais, il ne faut pas le continuer. C'est ce qui est clair. Donc, nous sommes dans une transition. C'est pourquoi nous invitons les gens à venir, à aller à Yamoussoukro le 30 août. Le 30 août, vous devez être là-bas. Il y aura beaucoup de choses qui vous seront présentées. Nous sommes une génération. Et j'entends que la nouvelle génération est en train de pousser la vieille génération par des choses. Non. Il faut savoir prendre ses responsabilités. C'est ça qui est vrai. Actuellement, ils sont en train de mener leur combat. Entre eux, les plus âgés. Mais si eux ne voient pas que le temps avance et que le monde change, et donc il faut changer de façon de faire, nous les petits là, qui avons vu, c'est vrai, dans le temps on nous disait qu'un vieillard assis voit loin qu'un jeune arrêté. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut discuter cela. On peut discuter cela. Moi, je participe par exemple aux réunions politiques d'ici. Ce n'est pas réunion politique de quartier où tu trouves tes amis. Hein. Avec les ministres qui sont là. Je participe à ces réunions. Je sais comment ils prennent la parole. Je sais quelles discussions ils font. Je sais comment ils prennent en compte l'opinion de l'autre. Réunion politique. Donc, on apprend ce qu'eux n'ont pas appris hier. Parce que peut-être ils n'ont pas eu cette chance. Mais nous, on a eu cette chance-là. C'est une formation. C'est une formation politique de plus. Mais une formation de vie. Donc, on ne peut pas toujours dire que ce qu'un vieillard voit quand il est assis, le jeune ne peut pas voir. C'est à discuter. Donc, si eux, ils ne voient pas que les actions qu'ils posent peuvent nous créer encore une autre guerre, c'est à nous, nouvelle génération là, de leur montrer que non. Papa à gauche, papa à droite, oncle, tante. C'est pas comme ça. Vous devez changer de paradigme. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes au 21e siècle. On n'est pas là pour ressasser ce que Zoku Gberi avait fait en 1902. On n'est pas là pour ressasser ce que, comment il s'appelle, Samori Touré a vécu à Kong. Il a été déporté. C'est bien, ça fait partie de notre histoire. Mais comment cette histoire-là, on peut se servir de ça pour améliorer notre politique nationale? C'est un enseignement. Donc quand on a vécu ces moments de trouble, il faut qu'il y ait aussi une génération qui certainement a vécu ces moments-là, mais qui saisit ces moments difficiles pour les rendre en des situations positives. Voici le COJEP. Voici notre combat. Donc, ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui, nous comprenons, ça fait mal quand on parle de ton leader, on parle de lui, on vient dire des choses qu'il n'a pas faites. Non, c'est lui qui a fait ça. Ça fait mal. Mais je vois que quand on fait un pas en avant, il nous ramène de 2 pas en arrière. Parce que le fait de venir répondre à tout ça, ils veulent... Mais notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le COJEP soit un parti, un grand parti, mais qui enseigne la démocratie vraie. Et à chaque génération, son combat.
les autres générations nous ont apporté le multipartisme. Nous leur disons merci. Et c'est grâce à ce multipartisme qu'on crée des partis. On ne peut plus nous ramener au parti unique. Donc, quand on a créé des partis, il faut mettre en place un système qui permette de voir du nouveau, de sortir de là où on était, pour comprendre que oui, hier c'était comme ça, mais aujourd'hui, on avance. Voici le combat du COJEP. Et donc, moi, je ne désespère pas, et je sais que beaucoup d'Ivoiriens ne désespèrent pas. Le 30 août, vous vous posez la question, pourquoi c'est à Yopougon on avait choisi, et aujourd'hui, on se retrouve à Yamoussoukro. Mais si le COJEP se dit que nous, on est un parti du paix, on ne veut pas palabre, c'est pour éviter des choses. Parce que c'était le 15, on avait bien une place, BAE. Cette place a été occupée au dernier moment. On a laissé. C'est pour éviter les histoires. Certains vont considérer ça comme une faiblesse. Mais cette faiblesse-là, pour nous, il est bien d'être faible. Pour garantir la sécurité, la paix. Que de venir avec la violence. Et après, on va s'asseoir pour compter les blessés, les morts, les soucis. Donc, on est dans notre dynamique de paix. C'est ce que nous sommes en train de faire. On a abandonné la place. On va à Yamoussoukro. Les Ivoiriens comprendront. Et je sais. Parce que ne pas dire, ne pas voir clairement pourquoi certains Ivoiriens ne sont pas conformes avec l'idée d'un nouveau parti animé par des jeunes, c'est parce que ils ont senti une injustice qui s'est abattue sur les dirigeants d'alors. Et qu'ils souhaiteraient que cela soit retourné contre ceux-là qui leur ont créé des préjudices. Même s'ils ne le disent pas, mais il y a certains qui le disent finalement. Au départ, ils disaient non, on n'a jamais dit ça, mais finalement, ils le disent. Ils sont courageux maintenant, ils le disent. C'est la douleur qu'ils ont dans leur cœur là, qu'ils expriment. Donc, ils ne veulent pas voir un parti jeune qui est créé, qui est là, animé par des jeunes, mais ce parti qui fait des choses autrement. C'est cette douleur qu'ils ont. C'est qu'ils ont vécu. Ils n'ont pas su, on ne les a pas aidés à pouvoir évacuer. Pour que ceux-là qui ont vécu, qui ont souffert en 2011, puissent évacuer ce qu'ils ont vécu, il faut qu'il y ait des leaders. Parce que le leader, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, c'est le leader qui peut faire que celui qui l'écoute puisse oublier sa douleur et pardonner. Cette douleur qui est en lui là, la haine qui est en lui, il peut transformer ça en amour. C'est le leader, le discours du leader. C'est le discours du leader. Quand Charles Blé Goudé dit, je n'ai pas envie de ressasser ce que j'ai vécu pour ne pas révolter, il le dit très bien. Ce n'est pas par faiblesse. Mais il est un leader. Il ne peut pas révolter des gens. Parce que ça a été atroce, ça a été horrible, ce que nous avons vécu. Ça a créé la haine. Parce que même quand en 2011, le 12 avril et 11 avril, on a dit, ah non, Gbagbo a été capturé et autres, tout ceci, cela. Si ça s'était arrêté là, mais non, ça ne s'est pas arrêté. Ça a continué pendant des années d'abord, avant que eux-mêmes, ils ne disent ok. Et ils ont maintenant une autre forme, qui est l'emprisonnement
par chose, des encagoulés par là, ça. Mais il faut un leader qui puisse apaiser. C'est ça le rôle d'un leader. C'est pourquoi quand Charles Blé Goudé dit, ce que j'ai vécu là, j'ai pas envie de ressasser ça. Vous allez me poser la question, mais il dit qu'il n'a pas envie de ressasser, pourquoi il parle de ça? C'est simple. Quand on te dit que tu n'as rien fait, il ne le fait pas pour révolter ses militants, ses sympathisants, le peuple ivoirien. Mais après avoir fait ce sacrifice, lutter avec tes frères, mais pour avoir pris une décision de créer un parti politique, les gens disent que non, tu n'as rien fait, il n'a jamais rien fait, c'est l'argent, il a fait ceci. C'est ça qui le pousse souvent à faire des projections de films pour montrer que voici ce que j'ai fait. Mais heureusement, ce qu'il montre aussi, ce n'est pas pour révolter, où il a été maltraité. C'est la fois passée seulement, il a montré ça. Il montrait comment le combat a été mené. Donc vous comprenez, il fallait un leader. Donc c'est ça qui a manqué. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, tous ceux qui interviennent dans les meetings, ils ont ça. Parce qu'ils n'ont pas été aidés. On ne peut pas affecter un psychologue à chaque Ivoirien. Si on pouvait le faire, on allait le faire. Mais le psychologue de chaque Ivoirien, c'est le leader. Le psychologue qui doit aider chaque Ivoirien à comprendre, à pardonner, à oublier ce qu'il a vécu, c'est le leader. Le leader est le psychologue. C'est lui qui doit rassurer. C'est lui qui doit permettre que ce que le peuple a vécu là, les gens puissent oublier et pardonner, transformer cela en, disons, quelque chose de positif. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc le COJEP, moi, j'ai bien confiance en ce parti. Et les gens doivent le comprendre. La construction, elle est difficile. C'est pourquoi je parle d'une transition. La construction, elle est beaucoup difficile. Quand vous construisez, ce n'est pas facile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous souffrons, mais c'est pour un moment. Aujourd'hui, si on commence sur le FPI s'est construit dans la clandestinité. C'était un mouvement. Il a fallu, Maman Simone Eive, selon les dires de Aboudraman Sangari, qui a dit que, mais pourquoi pas un parti politique? Et ils ont pris la voie. Donc, ça n'a pas été facile pour le FPI. Le FPI a bataillé. Le FPI a bataillé jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Le RDR a bataillé, mais la différence de leur combat, c'est qu'eux, ils ont soulevé les armes. Ils ont pris le chemin le plus court. Ils n'ont pas voulu rester et souffrir comme les autres. Ils ont pris le chemin le plus court. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des problèmes. Donc, à chaque génération, son combat. Et ils ont créé, ils nous ont envoyé la démocratie, ils nous ont envoyé le multipartisme. Aujourd'hui, grâce à ces choses-là, on peut parler. Chacun a son parti. Mais est-ce qu'on peut finir de combattre pour avoir le multipartisme et demander à revenir à un parti unique? C'est-à-dire, on a fait marche arrière, on est déjà arrivé sur la côte, et puis on nous dit non, descendez. On va remonter encore la côte, la pente, on va la reprendre. Non. Chaque génération a son combat.
Ceux qui n'ont pas compris aujourd'hui le comprendront demain. Et ça, je le dis fermement. On peut traiter Charles Blé Goudé de tous les noms. Mais le temps va venir demain où chacun sera animé par la raison. Chacun comprendra le sens du combat de Charles Blé Goudé. Et chacun dira que Charles Blé Goudé, oui, on a compris que il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi. Seulement qu'on a voulu qu'il soit avec nous. C'est pourquoi on le combattait. Sinon, tout ce qu'ils font sortir, non, il a envoyé des militaires, il a appelé Ouattao, il a fait ça, tout ça là, c'est pour le salir, c'est pour un moment, c'est pour ce moment-là. Mais ça passera. Et moi, j'ai confiance. Donc, le 30 août, on va à Yamoussoukro. On va vous parler de notre programme. Oui. Quel est notre programme de société? On va vous parler de ça. Vous allez écouter. Nous travaillons. Et nous travaillons toujours. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Et là où je ris souvent, on dit le Cameroun est gouverné par des momies. Mais et chez nous? Quand tu dis que tu crées un parti politique, tu es pressé. Comme si quelqu'un avait le souffle de vie de quelqu'un d'autre, qui sait à quel âge tu vas mourir. Et puis on te dit non, tu es pressé. Tu ne vas pas vieillir. C'est-à-dire on va te garder quelque part, tu ne vieillis pas. On dit tu es pressé. Non, on n'est pas pressé. Parce que quand ton père te met à l'école, il te met à l'école, il paye tes études. Même s'il n'a pas payé tes études, si tu n'avais pas mis au monde, tu n'allais pas aller à l'école. Mais c'est pour que, de son vivant là, tu puisses lui montrer que il t'a mis au monde et que tu es un homme. Tu sais prendre des initiatives. Il sera fier. Il sera fier de toi. Quand il est assis, et puis on parle de toi en bien, il dit c'est son fils qui a fait ça. Même s'il ne gagne rien, il est fier. Il est très fier. Il se tape la poitrine. C'est mon fils qui parle là-bas. Alors que, peut-être ne lui donne rien, mais il dit c'est mon fils. Lui, c'est mon fils. C'est ce qu'il gagne. Mais il te met au monde, tu croises les bras, tu attends quand il sera à la retraite. Non, quand mon père sera à la retraite, non, mon père va me donner, il va me dire que la maison qui est là-bas, c'est pour moi. Mais il a souffert pour construire sa maison. Ton père, il a souffert pour construire sa maison. Toi aussi, il faut souffrir pour te créer une vie stable. Tu seras fier de toi-même. De toi-même d'ailleurs, tu seras fier pour le combat que tu as mené pour te construire une vie stable. C'est ça qu'on veut apprendre aux Ivoiriens. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens soient des paresseux. J'ai écouté dans leur clash ivoirien-burkinabé de ces 2 derniers jours-là, j'ai écouté un burkinabé qui dit il vit en Italie. Il a dit des choses. Mais dans ce qu'il a dit, il a raison. Et il y a d'autres choses qui sont vraies. Ça parce qu'il est du Burkina, on va dire, ah non, il n'a pas... Il a dit que sans nous, est-ce que la Côte d'Ivoire peut être debout? Ça veut dire que les petits métiers là, c'est eux qui les font. Ils sont arrivés comment en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, d'abord, ils étaient des... Comment on les appelle? Ils travaillaient pour nos parents. Après, ils ont commencé à garder l'argent. Ils ont commencé à dire à nos parents, ah, est-ce que, patron, tu ne peux pas me vendre ça là? Ils ont acheté un peu. Et ce qui est bien, quand lui, il est là, il appelle les autres. Et ils ont créé un empire en Côte d'Ivoire. Les Maliens également.
les Nigériens. Parce que quand on voit des choses, on saute là-dessus. Ils ont vu que au Gabon, on dit Gabonais d'abord. Ils ont commencé à faire, non, Côte d'Ivoire d'abord. Est-ce que tu es préparé à ça? Est-ce que ton parti politique pour lequel tu applaudis là, t'a préparé à ça? Est-ce que ton mental a été préparé à ça? Je prends un exemple. Touré Mamadou aurait donné combien de millions là, ou bien milliards à un jeune coiffeur, ou bien quoi, ivoirien. Moi, je suis factuel. C'est-à-dire un ministre. On s'en fout du parti dans lequel il est. Mais au moins, il a donné l'argent à un jeune ivoirien. C'est resté où? Après, on nous parle de... Comment il s'appelle là? Le jeune qui dit il a savon dans ses oreilles. Ce sont des exemples. On lui a créé des fermes. On dit, ah, c'est... Lui-même, il a parlé de ça, ferme. Après, on l'a vu avec Cécilia. Il était devenu un boucantier. Est-ce que tu es préparé à ça? Ce que le Gabon veut faire là. Le Burkinabé, lui, il est préparé à ça. Chez lui, au Burkina, il est préparé à ça. Je dis ça pour dire quoi? Que nos leaders ne nous ont pas formés à nous battre pour faire asseoir un empire. Ils ne nous ont pas appris cela. Mais ce qu'ils nous ont appris, quand ils seront au pouvoir, je vais te donner un poste. Et pour nous, à part l'administration, il n'y a plus rien. Mais il faut créer des conditions pour que des jeunes puissent se prendre en charge eux-mêmes. Ils puissent entreprendre. Voici le combat du COGEP. On dit, comment on appelle, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'agriculture même, elle n'est pas mécanisée. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle promotion on fait? Alors qu'on a des terres arides. Des terres qui sont fertiles, que nous avons. Qu'est-ce qu'on fait? On préfère donner riz-gras pour qu'on puisse remplir un stade. On préfère distribuer 5 000 dans un baka. Mais 5 000 là, ça résout quel problème à l'instant T? Voici comment nous on réfléchit au COGEP. Apporter un changement, mais un changement positif. Donner une façon de voir aux Ivoiriens. Pas des Ivoiriens qui vont rester dans le salon, qui vont attendre que leur papa soit à la retraite d'abord. Merci Elvis. Papa va être à la retraite, mais tu n'es pas le seul fils, même si tu étais le seul fils. Même si tu étais le seul fils. Mais il a une femme. Bonsoir Marie, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Voici le combat du COGEP. Le combat qu'on veut mener. Aujourd'hui, on est inaudible. Parce que les gens auraient voulu que on soit au PPAC. Et le fait de ne pas être au PPAC est un crime. Mais nous, on est convaincus que les gens comprendront plus tard. Être un leader, c'est pas pour être un cinéaste. Non. C'est pour orienter la jeunesse. C'est pour orienter les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de la formation de ces jeunes-là? J'ai vu la vidéo d'un jeune. J'ai mis un commentaire. Après, je l'ai effacé. Il s'agissait de quoi? Makosso, le père de Makosso, a été filmé par sa petite sœur et il a été mis sur les réseaux sociaux. C'est indécent. Juste à cause de la politique.
Mais ça a permis aux jeunes là de prendre, d'aller s'asseoir. Je ne sais pas si c'est à Bobo. Oui, parce que les taxis que j'ai vus, c'est à Bobo. Il allait s'asseoir au bord de la route. Il a mis dans son cou la photo du père de Makosso. Et il a mis une petite assiette à côté. Il a mis une natte sur laquelle il était assis. J'ai eu de la peine. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. J'ai eu de la peine parce que il y a deux choses qui m'ont frappé. La première des choses, c'est vrai, Makosso, il est ce qu'il est. Mais son père est malade. Et si Makosso a parlé de Gbagbo, c'est parce que Gbagbo est dans la politique. Makosso ne peut pas parler de quelqu'un qui est assis à la maison qu'il ne connaît pas. Ici, par exemple, comme je l'ai dit la fois passée, le président d'ici, on l'insulte. Vous-même, vous avez vu Macron qui a été giflé. Ils prennent souvent des œufs. Mais c'est parce qu'ils sont dans la politique. Mais ce jeune-là, ça ne l'a pas dérangé d'aller s'asseoir. Viens prendre le téléphone, ta maman appelle. Viens lui parler que je suis en direct. Il faut arrêter ton téléphone d'abord. Dis-lui que... Alors, c'est parce que Gbagbo, il est politique que les gens parlent de lui. Donc on ne pouvait pas du coup aller chercher le père de Makosso et c'est sa soeur qui a fait cette erreur-là. C'est pas bien. Mais est-ce que ce jeune-là, s'il avait reçu non seulement une éducation, est-ce qu'il pouvait faire ça? S'il savait que... La carte, Yannick, je vais donner ça à Yannick. Est-ce que ce père-là, est-ce que ce jeune-là, il sait que s'il avait une formation, s'il avait l'éducation, s'il avait été éduqué, est-ce qu'il allait faire ça? Non. Mais ils appellent ça le buzz. Bonsoir, grande sœur Ethan. C'est justement parce que ce jeune-là, il n'a pas d'occupation, qu'il a eu le courage de prendre la photo du père de quelqu'un pour aller s'asseoir au bord de la route et se jouer les mendiants, pour se moquer soit du père de Makosso ou de Makosso. Combien de personnes qui sont en veste, qui travaillent, que vous avez vu en train de faire ça? Personne. Parce qu'il est occupé. Il est en train de faire son travail. Donc, qu'est-ce qui va le pousser à aller mettre la photo du père de quelqu'un parce qu'il a parlé d'un homme politique pour aller s'asseoir au bord de la route et se jouer les mendiants? Ok, grand sœur. Non, il ne peut pas le faire. Mais c'est parce que ce jeune-là, il n'a pas de travail. D'abord, il n'a pas eu une éducation. De deux,
Celui pour qui il allait faire ça là, le parti qui le soutient peut-être, il est militant, il est sympathisant, mais il n'a pas reçu une formation. On ne lui a pas dit ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il oublie que Makosso peut porter plainte contre lui. C'est parce que ce jeune-là, il n'a pas de travail. Pour quelqu'un qui a du travail, il ne peut pas se comporter comme ça. Sinon, on ne s'attaque pas aux parents des autres. Non. Si les gens parlent de Gbagbo, c'est parce que Gbagbo est dans la politique. C'est tout. Donc, je soulève ici les causes de ces comportements. Si les jeunes sont aujourd'hui attachés au buzz, c'est justement parce que l'État n'a pas créé les conditions pour que ces jeunes-là puissent s'insérer. On nous a appris que, et si vous regardez très bien, au Bénin, ils apprennent la formation professionnelle. Il y a la formation professionnelle au Bénin. Donc, un petit Béninois, il sait tout faire. Un petit Togolais, il sait tout faire. Mais en Côte d'Ivoire, on nous a dit, ce qu'ils ont mis dans nos têtes, c'est le bureau ou rien, cravate au cou. Donc, tous les Ivoiriens sont concentrés sur le bureau. C'est ça notre problème. Et c'est ça que le COJEP veut combattre. Le COJEP veut maintenant créer une dynamique où les jeunes vont être formés, ils vont apprendre. L'agriculture, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Regardez, juste à côté de moi là, on fait de l'agriculture. Et les gens ils sont bien. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Au COJEP, on réfléchit à toutes ces choses-là. Et moi, je suis dans les détails. Je suis beaucoup dans les détails parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend. Parce que ce n'est pas tout ce que le gars dit, mais il faut remarquer le petit détail pour savoir que là, il a menti, il a dit la vérité. Et si tu fais attention aux détails qu'il a dit là, et que tu le coinces, la vérité va sortir. Donc moi, je suis beaucoup attaché aux détails. Je regarde les détails. Donc au COJEP, nous savons que nous sommes en train de faire face à plusieurs feux. Mais cela ne peut pas nous démotiver. Ça ne peut pas nous démotiver. Voilà. Nous sommes focus parce que nous voulons créer une nouvelle société. Et que les gens comprennent que la Côte d'Ivoire a du potentiel. La Côte d'Ivoire a du potentiel. Oui. Au niveau de la main-d'œuvre, la Côte d'Ivoire a du potentiel. Les petits Chinois qu'on montre aujourd'hui qui fabriquent des choses, mais il suffit d'une formation, première vague, deuxième vague, et installer des choses, ça va se passer en Côte d'Ivoire. Notre terre là, elle peut nous nourrir. Et voici les programmes que nous avons au COJEP. C'est pourquoi on ne veut pas mener un combat de personne. Là où les gens nous entraînent, les gens nous amènent à faire un combat de personne. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le COJEP veut que un Ivoirien à partir de 18 ans, il ne compte plus sur ses parents. Parce que c'est ça que nous envoyons en politique. Parce que les discours que nous avons sont des discours rhétoriques. C'est de son père, il parle comme ça. Il a abandonné son père. Il a abandonné son père. Quand ton père est là, tu ne dois pas faire ça. Ce sont les discours rhétoriques. C'est cela.
Donc, pour récapituler, il y avait 2 points principaux. Le premier point, c'était pour rappeler à Cuibière, qui a animé une conférence de presse aujourd'hui, et qui a dit lors de cette conférence-là que lui, il ne peut pas réviser la liste électorale parce que la loi lui dit que il a tout le pouvoir. Il peut faire la révision quand il veut. Alors que lui, il n'a pas respecté la loi. Il a enrôlé des jeunes qui n'avaient même pas 18 ans. Donc, s'il a fait ça, la question est de savoir c'était dans quel but. Quelle était la motivation en faisant cela? Quelle est la motivation en ne respectant pas la loi qu'il brandit aujourd'hui? Deuxièmement, il nous demande d'avoir confiance aux institutions de la République. Ce n'est pas à lui de nous demander d'avoir confiance aux institutions de la République. C'est sa démarche qui doit nous amener à avoir confiance aux institutions de la République. Sinon, lui n'a pas à faire un appel ou bien un rappel. Voilà. Il n'a pas à nous faire un appel ou bien un rappel. Là, non. Lui, c'est sa démarche. Qu'est-ce qu'il a appris? Pourquoi il est à la tête de cette institution? C'est pour qu'elle puisse marcher correctement. Mais si tu as un comportement ambivalent, on ne peut pas te faire confiance. Et encore moins aux institutions que tu incarnes. C'est clair. S'il veut s'attacher à la loi, il s'attache à la loi. S'il ne veut pas s'attacher à la loi, il ne s'attache pas à la loi. Parce que ici, après avoir violé la loi lui-même, en inscrivant des jeunes qui ont moins de 18 ans, il refuse maintenant d'appliquer la loi et il nous parle de l'article 11 qui lui donne plein droit soit d'organiser ou bien de ne pas organiser la révision des élections avant ou bien après. Ça n'a aucun sens. Et le deuxième point, c'est que le 30 août, nous avons l'anniversaire des 10 ans d'existence du COJEP. Chers Ivoiriens, chers camarades, alors c'est ce message que je voudrais vous passer. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.